Et bienvenue sur cette première vidéo consacrée au congrès sur la régulation du travail décent. Alors, régulation, c'est toujours un peu un faux ami en anglais parce que on s'imagine un sens qui est assez éloigné du sens original. Régulation, c'est quand même un sens juridique. Donc on pourrait dire réglementation ou législation sur le travail décent. Donc c'est une conférence qui a lieu dans les locaux de l'OIT. Donc là je suis dans une espèce de petit salon à l'OIT, je ne sais pas si on voit ici. Donc ce sont les locaux de l'OIT. Donc l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. C'est une organisation internationale qui produit des conventions et des recommandations sur le travail. Alors, je voudrais souligner aujourd'hui un certain nombre de points qui ont été soulevés dans la matinée de cette conférence. Donc, alors comme d'habitude, hein, l'ouverture d'une conférence, c'est tout un tas de discours d'introduction. Et parmi ces discours d'introduction, on en a eu un qui a été prononcé par Deborah Greenfield, la directeure générale adjointe aux politiques de l'OIT, qui a commencé son discours d'introduction en insistant sur le fait qu'il ne fallait pas adapter le travail à l'homme. Alors ça, c'est le genre de truc que j'aime bien, et je vois que ce genre de position est toujours rappelée au niveau international. Je m'en félicite toujours. Et elle a comme un certain nombre d'autres orateurs ce matin, elle a parlé du modèle des capabilités. Alors le modèle des capabilités, c'est quelque chose que les ergonomes, depuis peut-être 10 ans, utilisent pas mal dans leurs publications. Mais à la base, le modèle des capabilités, c'est quand même un économiste qui l'a développé, un économiste indien qui s'appelle Amartya Sen. Et l'idée qu'il a développée, c'est que il faut s'intéresser à ce que les gens sont capables de faire. Pas uniquement aux fonctionnalités ou aux fonctions, c'est-à-dire ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, mais également les conditions dans lesquelles ils peuvent réaliser cela. Et donc, dans un papier du Scandinavian Journal of Work Environment and Health, qui était paru peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, un des auteurs avait repris une métaphore, la métaphore de la bicyclette. Alors, ça paraît toujours un peu tiré par les cheveux, mais la métaphore permet de bien comprendre l'idée. C'est-à-dire que si vous voulez aller d'un point A à un point B, il faut savoir faire du vélo. Ensuite, avoir un vélo. 3, un vélo qui soit en bon état. Et ensuite, 4, connaître les règles qui vous permettent d'utiliser le vélo, c'est-à-dire les voies de circulation, éventuellement s'il y a un couvre-feu ou pas. Bref, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste individuellement savoir faire du vélo. Il faut qu'on vous fournisse un certain nombre de conditions qui vous permettront d'en faire. C'est ça un petit peu l'état d'esprit de ces capacités. Et visiblement, c'est un concept qui est repris par au moins 3 des orateurs que j'ai pu entendre ce matin. Je voudrais passer un petit peu de temps sur la keynote qui a été faite par Mariana Mazzucato, qui est une économiste un peu superstar, qui publie des livres et tout. Donc cette économiste en fait, qui est professeure à l'University College de Londres, en fait, donc c'est une économiste. Alors je me suis dit, bon, l'économie, ça va pas être très intéressant, ça va être sur les profits, ça va être sur... Bon, bref. Et puis au bout d'un moment, elle a parlé des travaux de Thomas Piketty. Alors je me dis, tiens, ça m'a réveillé un peu. Non pas que j'étais en train de m'endormir à cause du décalage horaire, mais bon, je suis quand même un peu victime du décalage horaire entre le Canada et la Suisse, mais toujours est-il que ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, tiens, on est dans la lignée des économistes hétérodoxes. Donc il y a peut-être des choses qui pourront être éventuellement intéressantes. Et je voudrais insister sur 4 points qu'elle a soulignés. Alors la première des choses, c'est que la gouvernance dans les structures publiques ne doit pas se résumer à uniquement appliquer des politiques de son point de vue. Et c'est vrai que ça m'a fait pas mal penser au conflit qu'il y a actuellement en France dans un certain nombre de services d'urgence et donc au milieu hospitalier. Et c'est vrai que dans le monde hospitalier, quand vous essayez de discuter à un échelon de la direction locale, vous allez très vite vous heurter à des discours qui disent bah oui, mais il y a l'ARS qui décide, on est dans un contexte contraint dans lequel on n'a quand même pas beaucoup de marge de manœuvre, etc. Ben, l'idée qu'elle défend, c'est que quand même, au niveau local, il faudrait, ou il faut, que les directions puissent avoir une marge de manœuvre et qui fait que travailler à ce niveau-là, c'est pas justement uniquement faire le tuyau entre des décideurs et puis des exécutants.
Ça m'a paru assez intéressant comme idée à creuser dans ce contexte hospitalier, pas seulement hospitalier, hein, ça pourrait très bien s'appliquer à l'éducation nationale également, également dans ce contexte très tendu, mais voilà une idée qui me paraissait assez intéressante. Alors la deuxième idée, et c'est son point majeur, c'est que le prix n'est pas la valeur. Le prix de quelque chose ne détermine pas la valeur de quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très important. Un des exemples qu'elle a pris, c'est que on paye un prof, un instit, un prof des écoles, ce qu'on veut, un certain prix par mois, mais que ce prix est quand même assez déconnecté de ce que produit un enseignant, c'est-à-dire en termes de génération de savoir, de réflexion, et de tout ce qui peut être produit par l'école et l'enseignement en particulier. Et donc en fait, ce problème-là, cette assimilation entre la valeur et le prix, est lié au fait qu'on a beaucoup de difficultés à mesurer de manière peut-être objective, je ne sais pas s'il faudrait le mesurer de manière objective, mais ce que produit en fait un prof. On est encore une fois sur la question de critères de qualité du travail, de comment on mesure ces critères-là. Donc comme on ne met pas beaucoup d'énergie à essayer d'estimer la qualité de ce que produit un enseignant, bah, on se satisfait peut-être plus ou moins, ou en tout cas le système se satisfait de cette assimilation entre le prix et la valeur. Troisième point qu'elle a souligné, et encore une fois c'est presque une lapalissade, c'est que la plupart des profits générés par les entreprises ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle. Ils sont investis dans les buybacks. Alors si je ne me trompe pas, mais n'étant pas économique, les buybacks, c'est quand des entreprises achètent les propres actions, enfin des actions de leur propre entreprise, et peuvent éventuellement acheter des actions d'autres entreprises. Toujours est-il que ni l'un ni l'autre ne correspondent à des investissements dans l'économie réelle. Ça, c'est intéressant à mettre en parallèle avec ce discours assez général sur bah oui, mais il n'y a pas d'argent à mettre dans la prévention. Bon, d'une part, on sait depuis assez longtemps que ça a un rapport coût-bénéfice extrêmement favorable d'investir dans la prévention. Mais ça pose aussi la question de la temporalité, c'est-à-dire que les bénéfices d'un investissement dans la prévention, vous les aurez tardivement. Et cette temporalité du long terme, elle ne correspond pas du tout à l'idée de générer des profits à court terme. Profits à court terme que vous aurez en investissant dans l'économie pas réelle, c'est-à-dire les actions, etc. Donc là, il y a quelque chose qui se heurte et on va tourner un certain temps en rond tant qu'on ne sortira pas de cette idée avec bah oui, les gens n'investissent pas dans la prévention, ah bah oui, mais ça rapporte de l'argent, bah oui, mais ça rapporte au long terme, et ce qui permet de générer du profit, c'est de réinvestir à court terme dans ce qui est déconnecté de l'activité de l'économie réelle. Dernière chose, alors que l'aspirateur est en train d'être passé, et c'est bien d'avoir des moquettes très propres, mais je ne sais pas si vous entendez bien, c'est qu'il y a une tendance à socialiser le risque et à privatiser les récompenses. Là encore une fois, c'est un peu une lapalissade, mais de mettre ces idées bout à bout, c'est pas inintéressant. Alors, socialiser les risques et privatiser les récompenses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites des investissements économiques, vous socialisez le risque. Vous achetez votre maison, vous prenez un risque en tant qu'acheteur, la banque va prendre un risque en tant qu'organisme prêteur, et puis l'État, si votre banque s'écroule, va éventuellement garantir les remboursements à qui que ce soit. Enfin, c'est ce qu'on a vu dans la crise de 2008-2009. Bon. Et par contre, les récompenses, c'est-à-dire les profits, ne sont pas partagés de la même manière. Donc, ça m'a fait réfléchir à quelque chose qui est en fait à propos de cette socialisation du risque. Est-ce qu'on socialise également les risques professionnels? Est-ce qu'ils sont socialisés entre tout le monde? C'est pas si sûr que ça, dans un contexte dans lequel on va, alors que c'est hors réglementation, hein, mais on va essayer d'aller progressivement vers une individualisation du risque, comme on avait pu le travailler sur la question de la chambre des erreurs. J'essaierai de m'astreindre à vous mettre les liens dans la description. Donc en ce qui concerne la chambre des erreurs, c'est un dispositif dans les hôpitaux dans lesquels on crée une chambre fictive dans laquelle les soignants doivent repérer des erreurs préalablement mises. Et l'idée qui sous-tend ce dispositif, c'est que si les soignants font des erreurs d'identification du patient, des mauvaises distributions de médicaments, ou peu importe, c'est que c'est un problème de formation et donc il faut les entraîner dans cette chambre des erreurs pour qu'ils fassent moins d'erreurs. Et là, l'idée du contexte et des conditions de travail est complètement évacuée. Donc, par des dispositifs du type la chambre des erreurs, on ne socialise pas du tout le risque, on renvoie le risque à la seule responsabilité du travailleur, qui est quelqu'un qui n'est pas assez formé et qui devrait mieux se former pour limiter ce genre d'erreur. C'est quelque chose qui est assez intéressant
à réfléchir aussi dans un contexte dans lequel la relation de travail, elle est une relation de subordination. Est-ce que le risque professionnel peut être socialisé entre les parties d'un contrat de subordination? Ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être réfléchi. Donc sur ces bonnes paroles, enfin bonnes, je sais pas, j'espère pas trop mauvaises, je vais vous laisser. J'espère donc avoir la rigueur de faire une vidéo par jour du congrès. Donc il y a 3 jours, donc j'espère au moins faire 3 vidéos. Et donc j'espère donc vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur ce congrès. Bonne journée à vous.